Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Entretien exceptionnel avec ce soir le chef de la Maison Royale de France, Jean, comte de Paris. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder votre parole parce qu'elle est, je le remarque, assez rare dans la presse. Pourtant, vous vous exprimez de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors, première question, pourquoi est-ce que tout d'un coup apparaître alors que vous avez été quand même assez longtemps, de longues années dans l'ombre? Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire passer un certain nombre de principes ou d'idées, le passage via les réseaux et puis via, je dirais, les médias génériques est importante. Après, il faut pas non plus être là tout le temps parce que la parole ensuite n'a pas la même portée. Vous diriez ça du président de la République qui parle tout le temps? Oui, peut-être parce que on voit derrière qu'il y a peu d'orientation et de stratégie politique. On a peut-être des hommes politiques qui réagissent aux situations sans avoir vraiment d'orientation. La difficulté, c'est que ils en ont pas le temps. 5 ans, c'est très court. Donc, on reprend les affaires. Ça prend déjà une bonne année. Ensuite, on essaie de mener une politique, sachant que aujourd'hui, on n'est plus très indépendant. L'Europe y met son grain de sel. On s'aperçoit, comme le disait Philippe de Villiers, qu'on a l'impératrice Madame von der Leyen et ses gouverneurs. Voilà, qui bataille pour sa succession. Voilà, ça reste ça. Il y a pas vraiment beaucoup de choses qui. Vous seriez favorable à un septennat, du coup, au retour du septennat? Moi, j'ai toujours milité. Enfin, j'ai toujours milité. Dans mes interventions, j'ai toujours évoqué la problématique du quinquennat. Je pense que c'est pas un bon rythme. C'est pas un bon rythme parce que toutes les institutions sont sur le même modèle et les élections arrivent tout d'un coup. Lorsqu'il y avait le septennat, on avait une dichotomie nécessaire et bonne entre le président de la République, dont l'objectif est d'orienter le pays, et pas simplement d'un point de vue sociétal, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de prendre un certain nombre de mesures qui répondent aux préoccupations des Français. Mais alors, que dites-vous des États-Unis où là, le mandat est de 4 ans? Et pourtant, personne ne se plaint de ça? Oui, mais parce que le modèle américain, l'administration, en fait, elle est en place. Après, on change quelques têtes de pont, mais l'administration, elle fait son travail. Oui, le noyau central reste le même. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même modèle. On est dans un modèle, nous, très, je dirais, c'est très idéologique, en fait. Donc, pour en revenir à la question initiale qui était pourquoi est-ce que vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'état de la France vous inquiète. L'état de la France m'inquiète. Il y a des choses bien qui se font un peu partout dans le monde de l'entreprise. Il y en a parce que les Français ont ce caractère-là qui veulent, qui s'intéressent à leur pays. Mais de l'autre côté, il y a énormément de préoccupations qui sont sur la question éducative, sur les questions d'environnement, mais aussi de sécurité, sur les questions donc éducatives, travail, sécurité, même les questions sociétales. Et finalement, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Et il y a quand même des réformes qui sont faites. Le gouvernement vous dira on a fait quand même à corps et à cri, mais on a fait la réforme des retraites. On a fait un texte sur l'immigration qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas il existe. Monsieur Darmanin a dit d'ailleurs que pour l'expulsion de l'imam Majoubi, justement, c'est parce qu'il y a eu la loi immigration qu'un texte avait permis de l'expulser en 12 heures. Mais bon, ça c'est en fait, comment dire. Il y a un certain nombre de choses qui se passent, mais on a l'impression qu'il y a que des petits événements épistolaires qui justifient qu'on a fait quelque chose de bien. C'est en fait, on voit qu'il y a encore énormément à faire. C'est-à-dire qu'on gère les affaires courantes. Oui, là c'est ça. La question du logement, la question de l'énergie, les prix de l'énergie, notamment l'électricité, sont montés en flèche. Le logement, très difficile de trouver un logement sur le marché. Ceux qui sont propriétaires, très difficile de mettre en valeur le logement. L'énergie, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce que vous voudriez? On pourrait pas mettre. On a d'ailleurs mis un bouclier fiscal qui permettait justement de pallier cette augmentation qui était délirante dans certains pays. C'est-à-dire en Angleterre, ils n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été dans la capacité de se chauffer. Il me semble que ce bouclier-là est élevé. Oui, enfin, ça c'est pas ad vitam non plus. Non, mais d'un autre, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. On est un pays avec énormément de potentiel humain, naturel, avec aussi nos territoires, nos dom-toms, et puis un certain nombre d'autres territoires. D'un point de vue énergétique, on pourrait être indépendant. Le soleil, l'eau, le vent. Donc le renouvelable, qu'on appelle le renouvelable. Alors pas que. En fait, il y a le nucléaire. Qui est quand même une énergie zéro carbone, quasiment zéro carbone. Mais pas zéro risque, et c'est pour ça qu'elle est contestée. Mais
voilà. Et puis on a des forces, donc on pourrait être indépendant et donc avoir une énergie peu coûteuse. Voilà, c'est dommage. On a des qualités, on a des personnes, hommes et femmes, qui ont envie de faire quelque chose. Et puis finalement, on a les politiques qui sont, sauf peut-être ceux qui ont des mandats locaux, qui savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire dans le développement de leur région, de leur département, s'ils ne s'appuient pas sur un certain nombre de ressources locales, de personnes, d'idées, d'histoires. Et puis après, on passe au niveau national. On voit la composition de l'Assemblée en particulier, où on a des politiques en fait, qui sont là pour des orientations, pour défendre des orientations idéologiques et non plus des citoyens et des... Vous avez dit dernièrement dans une tribune que la classe politique dont on vient de parler, vous avez parlé de la composition de l'Assemblée nationale, on a parlé du gouvernement, que vous mettez en opposition avec les élus locaux, et c'est intéressant, on va en reparler. Vous dites qu'on est ils sont dans une culture hédoniste. Oui, parce que en fait, on a l'impression, d'abord, c'est devenu vraiment un élément de la carrière. Voilà, c'est du carriérisme politique. On a un job. Ouais, on a un job rémunéré, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut revenir à un cumul des mandats où les élus qui sont à l'Assemblée doivent avoir un mandat local. Pourquoi ? Parce que ils doivent représenter une catégorie de la population matérialisée et non pas simplement un modèle d'idée. J'ai vu que dernièrement, il y a un député qui souhaite faire passer une loi pour les questions sur la capillarité. Okay. Parce que il y a des il y a des minorités qui sont maltraitées du fait de cette question-là. On se demande à quoi servent les députés. C'est quand même les représentants de la nation, c'est pas les représentants d'un courant d'idées ou d'un groupe. C'est-à-dire qu'on oublie le fondamental pour s'attacher à l'accessoire, c'est ce que vous dites. Mais oui. Et donc, du coup, quelle est la solution ? Est-ce que pour mettre fin à ce carriérisme, moi je cite souvent dans les émissions, les auditeurs le savent, la Suisse, où on vous prend dans la vie sociétale, dans la vie active, on vous prend pour 6 ans pour exercer un mandat, et on vous rend 6 ans plus tard dans votre même job, et l'employeur est obligé de vous reprendre. Alors, évidemment, à l'échelle de la France, où on est 70 millions, c'est peut-être plus compliqué. La Suisse, en plus, est un État fédéral. Mais est-ce qu'il faut mettre fin à ce que vous avez appelé, très justement, à mon avis, le carriérisme politique ? Mais je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce que sinon, on a pris de mauvaises habitudes. On a vu dans la gestion du Covid que, finalement, le débat... Il y a certains sujets où le débat n'a pas lieu. Soit on fait pas appel à la population pour exprimer son accord ou son désaccord. Par exemple, on va prendre les questions liées à la vie, l'euthanasie, la fin de vie là en ce moment. Et on fait ça, nous, on réunit le Congrès comme ça, parce qu'on a peut-être peur que la population... Là, on a réuni le Congrès pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Voilà. Vous parlez de ça. Voilà. Ça, en même temps, par exemple, les Irlandais, eux, ont fait appel au vote sur un autre sujet qui a trait à la vie. Et ils ont refusé. Vous voyez, il y a cette question-là. Il y a une deuxième question qui est que, j'en parlais tout à l'heure, donc les sujets importants, plutôt que d'avoir un débat à l'Assemblée, on a des commissions qui se mettent en place et qui vont, alors soi-disant représentatives de l'ensemble des Français, et qui vont décider quelles sont les orientations à donner, etc. Et donc, on a un modèle qui se met en place et qui correspond à rien du tout. Comme le Conseil de la refondation qui a succédé au CESE, etc. Voilà, il y en a partout. Donc comme il n'y a plus de place pour le Parlement. Mais ça, même certains députés le disent. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et puis, on avait dit le référendum d'initiative populaire, on n'en a jamais vu un seul. Voilà, donc de belles paroles et pas d'action. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur des sujets constants qui, sur Europe 1 d'ailleurs, sont mis en avant comme le sujet de l'immigration, le sujet de l'islamisme radical, sur la sécurité ? Est-ce que d'ailleurs, vous-même, avec vos enfants, vous vous sentez en sécurité en France ? Alors on a toujours eu, que ce soit à Dreux ou ailleurs, on a toujours Dreux, eu... le domaine royal de France. Voilà, où il y a quand même 60% de la population qui est issue de l'immigration.
je dirais la chance, c'est que sur ces 60%, il y a 40% de Marocains. C'est une spécificité? Je dirais que la question de la monarchie, d'une part, mais aussi la question de la règle de vie en société, elle est à peu près respectée. Il y a encore des zones particulières, notamment sur le trafic de drogue, sur le trafic d'armes, où voilà, tout n'a pas été résolu, puisque Dreux est la plaque tournante du trafic de drogue pour l'ensemble de la région parisienne. Je sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'a été longtemps. On a des forces de l'ordre qui sont vraiment bien sur place, qui sont vraiment bien, sur la police, la gendarmerie, eux font un travail exceptionnel. Donc la problématique de l'immigration, elle est cantonnée. Mais je me souviens avoir eu une discussion avec le sous-préfet de l'époque, Monsieur Wassim Kamel, qui est un sous-préfet d'origine tunisienne, et il me disait, on est à ça, si on fait pas attention, d'avoir à Dreux ce qu'on a à Trappes, ou ce qu'on à a Marseille, ou ailleurs, où en fait le modèle français, avec ses lois, avec sa réglementation, en fait n'a plus lieu. Et donc ne permet pas d'agir. On a des zones de non-droit, mais parce qu'on a laissé faire tout ça, soit dans la concentration de population immigrée. Et donc il faut prendre la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, ce sont les fameux territoires perdus de la République, comme l'écrivait Georges Bataille. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ouais. Donc, il faut faire avec ceux qui sont déjà là. Il faut que les frontières, et je pense que il y a quand même un consensus qui se forme pour dire, voilà. Mais qu'est-ce que vous proposeriez? Qu'est-ce que vous proposeriez si aujourd'hui vous étiez d'ailleurs pourquoi pas à la tête d'un État où il y aurait un monarque, même avec un rôle consultatif, comme c'est le cas dans quelques pays? Je pense qu'il faut, il faut arrêter cette immigration, parce il y a un trop plein. Il y a déjà un trop plein, et ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est essayer autrefois c'était plus facile, on était sujet du roi de France. Bah oui. Donc on gardait on gardait sa spécificité. Oui. On gardait sa spécificité, mais dans la relation au roi et au corpus de loi, etc. Il y avait pas d'exception, ou les exceptions étaient acceptées, mais dans une certaine mesure où le corpus général n'était pas remis en cause. Il faut revenir à ce genre de modèle. On a parlé du rôle du chef de l'État. On a parlé de cette structure française qui est celle qui est d'une certaine manière, juste à l'instant, assujettie à l'Europe toute puissante. Les Européennes d'ailleurs arrivent. Et c'est un enjeu important. Sur la monarchie, puisque c'est aussi quelque chose qui est dans le cœur des Français. On n'a pas fait de sondage récent, j'ai remarqué, sur l'opinion des Français. Le dernier date de 2016, donc c'est à presque 10 ans. Et sur ce sondage de 2016, 17% souhaitent le retour de la monarchie en France. 80% ne veulent absolument pas du retour d'un roi. Qu'est-ce que ce sondage vous apprend, alors que à chaque fois que le roi Charles est à Paris, c'est l'engouement. On a l'impression que on est plus pro-souveraineté et monarchie britannique que monarchie française. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Révolution qui a vraiment tout cassé à jamais? Non, j'ai toujours dit qu'on était monarchiste de cœur et républicain de raison. Peut-être qu'il serait temps de mettre le cœur et la raison dans le même panier. Dans le même palier. Mais et puis il reste toujours ce pas psychologique difficile à franchir d'un pays qui a quand même coupé la tête de son souverain. Donc ça, c'est peut-être aussi un élément. Louis XVI, auquel vous rendez hommage d'ailleurs régulièrement. Alors après, c'est toujours la même chose. Je pense que il y a toujours ces deux rythmes à garder. Un bon système fait en sorte que quand ça va mal, les choses sont atténuées, et quand ça va bien, il y a une dynamique propre qui est donnée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit par exemple en Espagne. C'est quelque chose qu'on voit en Angleterre. Comment ça se passe en Espagne, justement? Quel est le rôle de Felipe? C'est pas comme les pays nordiques où les rois sont plutôt des liants de communautés diverses et variées, avec un modèle très neutre de la monarchie. Je pense que d'abord il y a les Espagnols, en fait, c'est des Latins, donc il y a une relation au roi qui est différente. Mais c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'elle est proche, elle est. C'est comme un père de famille pour tous les Espagnols. Oui. Donc là, il y a tout à reconstruire. Et j'avais regardé un peu ce que disait Wikipédia des Capétiens, et il y avait une formule que j'aimais beaucoup, qui était plutôt que de passer son temps à essayer d'avoir le pouvoir, c'était d'ancrer la famille et les Capétiens dans la structure française, créer un lien avec les Français dans la vie quotidienne, dans la vie française, dans la vie quotidienne des Français. Voilà. Et avec un rôle peut-être, mais rien ne vous empêche. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un titre quelconque ou d'un rang quelconque pour tisser du lien. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Quand on lit, quand on va sur votre site internet, puisque vous avez un site internet et on peut également voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous parlez d'un équilibre. En fait, vous dites un monarque, ça apporte un équilibre. Oui. Donc on est loin de la sophistication. Vous dites de vous-même que vous êtes un prince de la campagne. Vous discutez avec les agriculteurs et les gens de votre région de façon tout à fait simple. Vous n'attendez aucun égard ou protocolaire, quoi que ce soit, de leur part. Contrairement d'ailleurs à d'autres peut-être monarques du monde. Vous n'êtes pas le roi de Thaïlande, par exemple, où il faut s'agenouiller devant lui pour lui parler. Bon, voilà. Donc, non mais c'est important. C'est important de voir que il pourrait y avoir on est accessible. Une sorte d'équilibre. Alors, on parlait de la longévité du mandat présidentiel. Quand on prend les règnes, bon, il y a eu des règnes très très courts, mais d'une manière générale, les règnes royaux ont été plus longs que les mandats présidentiels. Donc, vous pensez aujourd'hui que la monarchie peut apporter une forme d'équilibre au pays? Oui, absolument. C'est un phare. Quand ça va mal ou quand ça va bien, on a toujours un cap. Il y a la famille royale qui est là. Parfois, elle a ses vicissitudes. Parfois, elle a ses difficultés, etc. Mais elle structurellement et institutionnellement, elle est présente et chacun peut se retrouver dans cette famille royale. Donc il y a cette question-là, et puis ça permet toujours d'avoir quelque chose qui bouge pas dans ce monde compliqué où tout va à toute berzingue. Et on a besoin, c'est quelque chose dont on a Vous faites l'éloge de la lenteur. Oui, c'est quelque chose dont on a besoin, parce que c'est la même chose dans une famille. Le père de famille, la mère de famille, pour les enfants, ils savent, même s'ils s'en vont, ils quittent le foyer, etc., qu'ils peuvent toujours revenir parce que les parents sont là et seront toujours là pour les accueillir. Mais alors, vous seriez une famille, enfin, vous êtes une famille royale, chrétien, catholique. Est-ce que ça pose pas un problème dans une France qui est quand même très, j'allais pas dire laïque, mais de plus en plus laïcisée? On sort la laïcité comme un étendard contre toute forme d'extrémisme. Donc ça, pour le coup, c'est peut-être une bonne chose. Mais d'une certaine manière, certains disent, la laïcité, c'est aussi une forme de laïcité punitive, puisque ça nous empêche de revendiquer ses croyances. Oui, mais il y a toujours eu une laïcité, même du temps des rois, même du temps des rois chrétiens. Ça, on le sait moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de roi moine. Ou d'imam, ou d'imam politique. Donc il y a toujours eu cette laïcité. Il y a eu un roi polonais en exil qui s'est installé à Saint-Germain. Le temporel et le spirituel étaient bien séparés. Enfin, dans la façon d'exercer le pouvoir, ça n'empêche pas les liens. Vous pouvez pas dire ça de Louis XIV, qui était un roi de droit divin, qui était le représentant de Dieu sur terre. Divin. Le droit divin, ça veut dire que le roi ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il se fixe des limites que sa conscience lui donne et qui est éduqué par la foi qu'il a. Donc, il y a au-dessus un certain nombre de lois qui évitent au monarque de se prendre pour le centre du monde. Pardonnez-moi, enfin, ça avait été présenté exactement comme le contraire. C'est-à-dire que c'était Dieu et en plus un roi. Le lieutenant, il reste le lieutenant. Oui. Il reste le lieutenant, oui, mais bon, ça veut dire... Mais ça sème la confusion, monseigneur. Oui et non. Vous avez un corpus de règles au-dessus qui vous empêche de faire n'importe quoi. Merci beaucoup de cet entretien, monseigneur Jean de France, et on se revoit bientôt, j'espère. Avec grand plaisir.